Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode 24 du podcast. Merci d'être à l'écoute. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu Karel Massy, qui est une jeune entrepreneur de Trois-Rivières, la présidente du club entrepreneuriat étudiant de l'UQTR. Donc, Karel aussi, qui a un problème de surdité depuis qu'elle a quelques mois, en fait, là, c'est arrivé suite à sa naissance. Et donc, durant le podcast, ça a été vraiment une discussion assez inspirante, je vous dirais. Karel nous a parlé de son parcours, en fait, comment elle a grandi et comment son problème de surdité l'a affecté, ou plutôt influencé, là, c'est son apprentissage, son enfance, son adolescence, comment elle a dû développer, en fait, des stratégies d'adaptation tout au long de son parcours. On a parlé aussi d'une dépression qu'elle a faite à 19 ans là, suite à différents refus de se faire employer, ou plutôt de se faire pas embaucher, mais en tant que stagiaire là, en fait. Là. Donc, elle s'est fait refuser à 3 endroits différents lorsqu'elle avait 18-19 ans, donc pour des stages. En raison de son problème de surdité. Donc, suite à ça, elle a eu une dépression. Elle nous a parlé aussi de comment elle s'en est sortie de cette dépression-là. On a parlé aussi de beaucoup d'autres sujets, là, de communication, d'entrepreneuriat et beaucoup plus, en fait. Donc, je vous invite à écouter le podcast pour en apprendre plus sur Karel. Et en terminant, simplement vous rappeler que le podcast joue aussi sur radioh2o.ca et c'est tous les dimanches à 9h et les lundis à 14h. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec le podcast d'aujourd'hui. Bonne écoute. C'est plus les débuts de phrases, dans le fond, que tu manques, c'est ça? Mettons, pour le niveau de concentration, au début, ça va comme prendre du temps à comprendre, puis je vais juste comprendre la fin de phrase. OK. Parce que le début, j'ai besoin, puis la lexion labiale, ça permet de complémenter toute la compréhension. De quoi ça qui permet? La lexion labiale, c'est les lèvres. OK. Ça permet de complémenter. Tu sais, oui, j'entends, je comprends, mais des fois, il manque des petites choses. Ouais. Puis c'est la lexion labiale qui va compenser. OK. Ouais. Est-ce que tu serais capable de seulement lire ses lèvres? Ben en fait, oui, je lis 100% c'est les lèvres. OK. Tu sais, je peux fermer mes appareils puis me débrouiller avec la lexion labiale. Sauf que depuis que je suis jeune, depuis l'âge de 11 mois, en fait, j'ai vu des appareils. OK. Fait que je suis habituée d'avoir un bruit, des sons inutiles. Mm-hmm. Puis je m'imagine pas pas avoir d'appareil parce que ça me prend énormément de concentration pour lire les lèvres. OK. Puis les deux, ça me fait juste combiner ensemble. Ouais. OK. Ben c'est ça, au début je voulais comme qu'on clarifie peut-être certaines affaires là, parce que moi je t'ai posé une couple de questions avant le début du podcast, avant qu'on se rencontre en fait là. Ouais. Mais c'est ça, premièrement, est-ce que tu te dis sourde ou malentendante? Là, ça je te l'ai demandé, puis tu me dis aucun des deux dans le fond. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je suis plus à l'aise à dire que j'ai des problèmes de surdité. Parce que, par définition, je suis une personne malentendante étant donné que j'ai des appareils auditifs. Mm-hmm. Sauf que les appareils auditifs, c'est comme des béquilles. Si j'ai pas d'appareil, j'entends rien. Donc, si j'entends rien, je suis une personne sourde. Mm-hmm. Puis quand on est sourd, oui, normalement, on communique pas. Sauf que j'ai appris, j'ai pratiqué, puis j'ai un cheminement aussi particulier qui fait que je communique très bien aujourd'hui. Mais moi, je me vois pas la différence en tant que personne malentendante ou personne sourde. Mm-hmm. Moi, je dis tout simplement que j'ai des problèmes de surdité. Ouais, OK. Tu t'identifies pas nécessairement aux deux définitions en tant que telles? Là? Non, non, c'est... Ouais. Puis c'est de naissance que tu m'avais dit? Non. Non. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, plus ou moins, là. C'est en lien avec... comme un... Je cherche le mot, là. Pas une maladie, mais un... Dans le fond, c'est une tumeur. Une tumeur, OK. Ouais. Puis dans le fond, c'était une malformation des cellules de bébé là, pendant l'embryon. Puis il y avait une tumeur qui s'est développée. Puis pour pouvoir l'opérer, il fallait qu'il me donne des médicaments. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une erreur médicale. Sauf qu'à l'époque, les médecins n'avaient pas dit à mes parents qu'ils pourraient avoir des effets secondaires, dont la surdité. Fait qu'à ce moment-là, c'est les médicaments qui ont brûlé les cils de ma cochlée, mais qu'on a su 9 mois plus tard. OK. Puis, c'est sûr que pourquoi 9 mois? Ben, je réagissais à aucun son, j'étais pas capable de communiquer, je faisais du bruit épouvantable. Puis, normalement, un bébé, c'est curieux, puis ça réagit. Moi, j'étais super tranquille, puis j'essayais pas de chercher d'où venait le son. Mm-hmm. Et là, on a passé des tests, puis c'est là qu'à l'âge de 9 mois qu'on a découvert ma surdité. Et j'étais trop jeune pour porter des appareils, fait qu'on a attendu 2 mois. À 11 mois, j'ai eu mes premiers appareils auditifs. OK. Ouais. Puis tes parents, comment ils ont pris ça, étant donné que c'était comme une erreur médicale?
Ben, mettons qu'il aurait aimé ça savoir. Ouais. Mais c'était vraiment... Les médecins, ils savaient que ça pouvait arriver, mais ça a comme pas été dit, ou ben à ce moment-là, on savait pas nécessairement encore... On n'a pas encore la réponse à ces questions-là parce que je suis pas la seule comme enfant à avoir pris les 2 médicaments. Dans le fond, j'ai pris la jatamicine puis la fentanyl. Puis les 2 mixés ensemble, aujourd'hui, c'est considéré vraiment comme une erreur médicale. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, c'est dur à dire si les médecins le savaient ou pas. Ce qu'on sait, c'est que si je prenais pas ces médicaments-là, je serais pas vivante. J'aurais pas survécu. OK. Fait que ça me comme pas un bien pour un mal, mais mettons, c'est ça ou ça. Mm-hmm. Fait que c'est la surdité ou elle survit pas. Fait que, ouais. Fait que Avec cette... ouais, c'est ça. C'est ça, ça calme un peu les frustrations que peut-être il y a eu une erreur. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, fait que tes appareils, t'es là depuis que t'as 11 mois. Ouais. Puis, rapidement, comment ça fonctionne? En fait, des appareils auditifs, c'est vraiment comme des micros. Tous les sons, les bruits de fond, tout est amplifié. Qui fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à comprendre la parole d'une seule personne, étant donné que tout est amplifié. Mm-hmm. Imaginez des micros, que tout le monde parle en même temps dans le micro. Qu'est-ce qu'on entend? On entend tout. Mm-hmm. Ça, on a vraiment la difficulté à distinguer les sons pour comprendre la parole, mais moi, mon nerf auditif n'a pas développé ça. On a toujours développé les sons en continu. Qui fait que c'est pour ça que j'ai appris la lecture labiale qui permet de lire sur les lèvres pour faciliter la compréhension. C'est un peu comme je te parlais avant le podcast, là, mon micro que j'avais avant, il captait tout. Fait que toi, c'est un peu ça. Là. Exactement. Tu captes tout, puis c'est bien puis c'est mal, dans le fond, là, parce que ça peut être bien dans certaines situations, mais dans d'autres, là, ça peut te nuire. Là. Oui, c'est mettons dans un restaurant, ben c'est ça que je lis sur les lèvres à 100%. Ouais. Parce qu'il y a plein de bruit inutile, puis des fois, ça m'épuise, mais l'avantage, c'est que je peux réduire le volume. Je peux baisser le volume. Comment tu... ben dans le fond, les appareils, c'est vraiment... c'est un appareil comme ça. OK. Puis ça, c'est un micro qui amplifie le son. Puis dans l'appareil, il amplifie puis qui va passer sur le studio jusque dans mon embout. OK. Puis là, ça sort dans mon oreille. Ben, c'est vraiment... Fait que t'as vraiment le petit bouton pour baisser puis monter direct dessus, c'est ça? Ouais, exactement. OK. Puis ça, j'en ai pour les 2 oreilles. OK. Puis, c'est quoi j'allais... Ouais, c'est ça. Puis tu me disais que tu t'entends pas parler nécessairement, là. Parce que t'entends... Ton micro capte les sons, mais il capte moins bien quand c'est ta propre parole, c'est ça? Ben, ce que j'entends dire, c'est sûr que moi, je peux jamais le prouver et confirmer, c'est que quand on s'enregistre, naturellement, on s'entend pas de la même manière. Mm-hmm. Ben, moi, en plus, justement, j'entends pas. Je sais que je parle, mais à quel volume? Ça, je sais pas. Ouais. Des fois, j'ai tendance à pas parler fort, mais finalement, je chuchote, puis je sais pas. Ou à l'inverse, je parle super fort, puis quand on me dit c'est parce que tu peux parler moins fort, c'est ah, ok, excusez. J'ai la misère à m'ajuster avec les sons. Puis les gens, ils voient pas nécessairement que t'as des appareils, surtout avec tes cheveux, là. Ouais, c'est ça. En part, si je me fais une couette, là. Ouais. Puis même avec une couette, des fois, ça apparaît pas, là. Mm-hmm. Puis, mais c'est-tu parce que, justement, l'appareil, il s'ajuste tout seul? Fait que, tu sais, si tu parles pas fort, ben, il va capter moins. Ben, en fait, des fois, mes appareils, ils s'ajustent en fonction du son. Si c'est tellement fort, il va réduire le volume par réflexe. OK. Mais moi, je m'en rends pas compte. Si c'est fort, sauf qu'il y a quand même une limite. OK. Qui fait que peut-être que ma parole est proche de mon oreille, qui fait que le volume est pas assez fort, mais moi, j'ai habitué avec le code vocal. Mm-hmm. C'est la vibration, ok, je parle, je sais que je parle ou je parle pas, là. Ouais. Mais au volume, c'est beaucoup de laisser erreur. Mm-hmm. Ben oui. Ben c'est comme... pour les gens qui n'ont pas des problèmes de surdité, c'est un peu comme quand on se met, mettons, des grosses coquilles sur les oreilles, puis que on se met à crier, là, tu sais, c'est ça, on n'est pas habitué, mais toi, il a fallu que tu t'adaptes, fait que j'imagine que tu as développé ça plus que les... Qui fait que j'ai développé d'autres sens, comme les vibrations. Ouais, c'est ça. C'est, mettons, j'enlève mes appareils, j'entends rien, mais il y a quelqu'un qui va passer, je vais le savoir. Qui va passer à côté de moi, ben je vais comme sentir une petite vibration. Mm-hmm. Vraiment minime, mais pour moi, c'est plus développé. C'est fou, ça. Le corps, il s'adapte. Genre, l'humain, il s'adapte. Là. T'as un sens qui est moins fort, ben il va rattraper avec d'autres sens puis d'autres facultés. Oui, tout à fait. Fait que, ben, j'aimerais ça qu'on retourne en arrière. Mettons ton enfance, justement. Là, tu as eu tes appareils à 11 mois, mais est-ce que ça a changé des choses? Est-ce que ça a fait que tu as appris des choses plus tard que les personnes en général? Qu'est-ce que ça a changé sur ton apprentissage, en fait, là, ta surdité?
En fait, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était les parents aussi qui sont dans le décor pour les enfants. Puis mes parents, quand ils ont su ça, ils savaient pas c'était quoi. Puis il y a quand même eu la séparation de mes parents qui fait que on peut comprendre un peu les deux côtés. C'est que ma mère, la surdité, elle savait pas c'était quoi. Elle suivait des cours de langue des signes, sachant que peut-être que je vais avoir plus de misère à communiquer, qui fait que langue des signes, c'est avec les gestes, ben ça pourrait m'aider à comprendre. Tandis que mon père, lui, c'était vraiment contre ça. Lui, c'était vraiment... Elle a des appareils, fait qu'elle entend comme tout le monde. Puis ça, c'est faux. Qui fait que j'ai été élevée dans 2 familles très différentes. Toute mon primaire, j'étais avec ma mère. Fait que toute mon primaire, j'ai été dans des classes spécialisées pour les personnes avec des problèmes de surdité. À Montréal, c'était une école vraiment langue des signes, LPC, ça veut dire que, mettons, chaque son geste, parce que moi, il y a des sons que je vois pas la différence. Puis un peu d'oral, mais très peu. OK. Puis après ça, mettons, en 4e année, ma mère et moi, on a déménagé à Québec, puisque ma mère, elle a rencontré son conjoint qui est encore présentement, et aussi pour une école vraiment spécialisée pour les problèmes en l'oral. OK. Beaucoup l'oralisme, qui fait que j'ai quand même fait des pièces de théâtre. Ce qui m'a permis à mieux communiquer, mais je dirais que c'est ça que je communique moins bien qu'aujourd'hui. Mon père, lui, c'était l'inverse. Lui, c'était qui m'a mené à une fille persévérante, que oui, c'est difficile dans la vie, puis dans la réalité, c'est jamais facile. Au primaire, l'enseignement à la carte, un prof toujours avec toi, dans une classe de maximum 6 élèves, c'est pas la réalité. Mais ça a permis d'avoir une bonne base. Puis, au secondaire, ben là, je suis allée dans une école régulière où j'étais la seule élève surde dans l'école. OK. Puis mon père, il était enseignant à cette école, qui permit que tous les enseignants me connaissaient ou presque. Fait que l'adaptation, ça a été beaucoup plus facile si j'avais été dans une école que personne ne me connaissait. Ça, je peux dire que c'est une chance que j'ai ça, parce que sinon, ça aurait été plus difficile. Puis tu sais, ma mère, elle savait pas c'était quoi, puis elle avait vraiment peur pour moi. Les deux, ils voulaient bien faire, mais différemment, dans le fond. Oui, c'est ça. Les deux avaient vraiment bien faire. Puis tu sais, ma mère, elle avait peur que j'échoue ou que je frappe un mur. Mon père aussi, mais d'une autre manière. Ouais. Il était plus dans... On va la mettre avec les autres, puis elle va trouver une façon de oui, il faut se débrouiller. Sauf que quand on a les aides ou les équipements nécessaires, c'est le fun de le savoir. Ouais. C'est le juste milieu, là, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est... mais t'es quand même... t'es quand même comme consciente de l'influence que ça a eu sur toi, là. Comme, je trouve ça le fun que t'amènes ça, que ta mère a fait que t'étais comme ça, ton père a fait que t'étais plus peut-être persévérante, puis plus... Ça fait pas longtemps que je suis consciente de ça. OK. Parce qu'à travers tout ça, c'est sûr que j'avais des problèmes familiales, c'était pas toujours facile dans la situation. Mais quand j'ai fini mon secondaire avec des chimies physiques matière de 5 et j'ai eu la médaille du lieutenant-gouverneur pour mon implication scolaire et communautaire. Ce qui fait que ça m'a fait comme permis de comprendre que aïe, je suis capable de tout faire. Cette médaille-là signifie tous les efforts, la persévérance que j'ai eue. Puis j'avais 18 ans à ce moment-là. Sauf que, tu sais, quand on est bien encadré, ça aide, mais la réalité, c'est pas le cas. Quand je suis arrivée au cégep, là, c'était complètement un nouveau départ. Ouais. Mes parents n'étaient plus vraiment dans le décor. T'as pogné un mur un peu ou... Non, j'étais dans une école que personne ne connaissait. Très peu savaient c'était quoi la surdité. Il y avait des services adaptés, mais propres à la surdité. Exemple, les preneurs de notes. OK. Dans un cours, c'est tellement demandant de concentrer, puis je peux pas écrire en même temps d'écouter. C'est un ou l'autre. Puis si j'écris, bien évidemment, j'écoute plus court. Puis si je me concentre à écouter, ben j'ai rien pour réviser. Puis à ce cégep-là, il n'y avait pas nécessairement ce service-là. OK. Par contre, il y a certains profs qui ont accepté de me donner leur propre note de cours. Ça m'a permis de suivre, d'avoir au moins de quoi visuel. Mais malheureusement, il y a des profs aussi qui ont refusé carrément. Puis il y a même des profs qui m'ont dit, ben qu'est-ce que tu fais au cégep d'abord? Pourquoi t'es dans mon cours si t'es pas capable de suivre mon cours? Ah ouais. Ouais. Tu sais, mais ça, les gens sont pas au courant de ce que c'est la surdité. Puis moi, la surdité, je trouve que je dis que c'est un handicap invisible. Ça paraît pas. Puis, on n'en parle pas souvent. Ce qui fait que, dans ma technique, j'ai fait une technique conseil en assurance et services financiers. Et à ce moment-là, il fallait que je fasse un stage. Mais encore une fois, la réalité, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Puis moi, j'avais jamais développé ou appris comment faire. J'avais passé des entrevues pour 3 compagnies. Et les 3 compagnies m'ont refusé
pas à cause de mes manques de compétences, à cause de ma surdité. Ils ont dit, OK, mais si t'as des problèmes de surdité, le téléphone, c'est pas fait pour toi, fait qu'on sait pas ce qu'on va t'offrir, fait qu'on refuse ton poste. Pour moi, c'était comme, ben là, j'ai passé tout mon primaire, tout mon secondaire, tout a bien été. Première année de cégep, il y a certains profs que c'est difficile. Puis là, au marché du travail, on me refuse parce qu'il n'y a pas vraiment de tâches pour moi. Ben, puis, mettons, au cégep, il y a personne qui t'avait dit que ça allait pouvoir poser problème ou rien de ça? Non, moi, je pensais pas à ça. Là. Pour moi, c'était comme naturel. Il y a toujours une solution. Là. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... Ben oui, il y a des solutions, mais il faut tout le temps que moi, je me défends puis que j'explique c'est quoi. Ouais. Puis est-ce que c'était légitime, mettons, qui te refuse ou bien est-ce que tu aurais été capable à 100% de faire la job? À ce moment-là, non. Parce que j'avais 19 ans, puis j'étais vraiment en restructuration de ma vie. J'avais pas confiance en moi, je venais de partir en appartement ça s'est fait quand même rapidement que il y avait la finance, financièrement ça allait pas bien, psychologiquement ça allait pas bien, l'école, à un moment donné j'ai vraiment frappé un mur. Mais au niveau de tes compétences, mettons, t'avais les compétences pour faire la job techniquement? Oui. Fait que eux, ce qui les faisait peur, c'était quoi dans le fond? Oui, j'avais les compétences, mais je le savais pas à ce moment-là. OK, fait que moi, peut-être tu dégageais pas la confiance non plus. Non, puis ça a paru aussi. Ouais. Oui, je sais, j'avais les compétences, mais est-ce que j'aurais été capable de le faire? Non. Mais au fond de moi, oui. C'est juste que je ne savais pas. Ce que tu dis, c'est que si tu avais été assez confiante puis assez convaincante, tu aurais pu les convaincre, dans le fond. Oui, totalement, oui. Mais ça, c'est cool, là, parce que ce que tu dis, dans le fond, c'est que le mindset peut faire toute la différence dans bien des affaires. Là. Dans ce cas-là, c'est un emploi, là, mais... Puis, on parlait un peu de ton enfance, là, finalement, ça a déboulé, débouché sur plus loin, mais dans le fond, toi, à quel moment tu dirais que tu as su que t'étais différente des autres? Est-ce que dès l'entrée à l'école ou bien... Ben, c'est dur à dire que j'étais différente des autres parce qu'au primaire, j'étais entourée des personnes comme moi. OK. Fait qu'au primaire, on était juste des personnes avec des problèmes de surdité, autant les appareils auditifs que des plaques cochléaires, qui fait qu'on se comprenait, puis j'avais jamais eu de problème. Quand je suis arrivée en secondaire 1, c'est sûr que là, ça a été vraiment difficile parce que personne me connaissait. Moi, je savais pas comment expliquer c'est quoi la surdité. Puis tu sais, je leur disais que, mettons, à la cafétéria, il y a plein de bruit. Fait que je comprends pas. Alors, ils me disaient, ben, tu peux pas tenir avec nous, tu comprendras pas. Fait que là, je me ramassais toute seule. Ça a été difficile parce que c'était comme moi, me sentir toute seule, je déteste. C'est pas un sentiment agréable à avoir. Ben non, ben surtout pas au secondaire, là. Je pense qu'il y a personne qui aime ça, là. Non, c'est secondaire 1, t'es jeune, t'essayes de faire quelque chose. Puis, je savais pas m'exprimer. Puis, honnêtement, je me suis quand même fait intimider parce qu'il y a une monde qui disait « Ah, c'est quoi tes appareils? Ah, c'est bien laid. Ah, ça doit être pas confortable. » Puis moi, ben, j'aimais pas ça. Ce qui m'a aidé, c'est grâce à mon implication au hockey cosum. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé à jouer au hockey cosum en secondaire 1 dans une équipe de filles. Et ça a été un peu ma performance et l'implication qui m'a permis de me démarquer. OK. Parce que c'est sûr que hockey cosum, c'est un sport d'équipe, beaucoup de communication. Et la personne qui m'a donné mon nom, c'est lui qui était responsable de toutes les activités au secondaire. Puis c'est quand même un ami à mon père. Okay. Il savait que j'allais être capable. Mais il fallait qu'il le fasse pour moi parce que jamais j'aurais donné mon nom. Et là, ça a déboulé. Il fallait que quelqu'un ait confiance en toi là, pour t'aider ensuite à toi-même te bâtir une confiance. Là. Ouais. Le fait de m'impliquer, les gens ont commencé à me connaître. Puis ont vu que oui, elle a des problèmes de surdité, c'est juste des oreilles dans le fond. Comme tout le monde, elle parle comme tout le monde, elle parle comme tout le monde, elle joue comme tout le monde, mais elle entend juste pas. Donc, ça prend une adaptation. Ouais. C'était comme une façon de montrer que tu peux faire ce que tu veux pareil puis que ça change rien. Là. Ouais, exactement. Puis, t'as parlé un peu que t'as eu de l'intimidation. Ça a-tu duré quand même tout le secondaire? Ou non, je dirais vraiment secondaire 1. OK. Puis c'est là que, en m'impliquant au hockey cosum, les gens ont commencé à me connaître. Après ça, je me suis impliquée au flag football. Puis ça a été jusqu'à la fin de mon secondaire. OK. Puis aussi, à partir de secondaire 3, j'ai donné des cours de danse au secondaire. Puis je faisais de l'animation dans les écoles primaires. Qui fait que je m'impliquais beaucoup. Puis là, les gens, ils ont comme compris que c'est pas besoin de se faire intimider. C'est justement, elle est bonne, elle est capable de le faire. Puis la majorité, ils le faisaient pas comme je faisais. Moi, c'était toujours plus que pas assez.
Puis au niveau académique, secondaire 4 et 5, j'ai fait chimie physique maths de 5. Fait que c'est académique, il y en a qui le font pas puis qui ont de la misère. Moi, j'étais capable de le faire. T'avais pas de problème avec ça. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimais dans l'implication autant étudiante que sportive, là, dans le fond? J'aimais beaucoup la reconnaissance, le sentiment d'appartenance aussi. Je suis capable de le faire. C'est une bonne fierté, créer des liens. Puis à travers tout ça, j'oubliais ma curiosité. Oui, j'ai de la misère à comprendre, mais une fois que l'adaptation est faite, que les jeunes comprennent que pour me parler, il faut qu'ils viennent me voir puis me toucher, la communication est faite. Là. Puis le lien est créé aussi, qui fait que je voulais m'impliquer encore plus. Puis c'est là-dedans, même encore aujourd'hui, je m'implique beaucoup, qui me permet de comme pas m'assoiffer, là, mais me sentir autour des gens, être capable de faire ce que je fais. Pour moi, ça a été ma plus grande fierté. Ben, te sentir inclus, te sentir que tu fais partie d'une gang ou whatever. Là. Partir d'une gang, des fois, c'est difficile. Parce que, quand c'est du nouveau monde, l'adaptation, t'as recommencé à faire. Là. Mais une fois que c'est fait, ça va super bien. C'est ça, ouais. Tantôt, tu as parlé un peu au niveau de tes stages, là, que tu as été refusé à 3 places. Ouais. Avant aujourd'hui, tu m'avais parlé là, que suite à ça, tu as fait une dépression, je pense. C'était pas mal suite à ça. Ouais. Fait que y avait-tu eu d'autres événements ou c'est vraiment ça là, qui t'a rentré dedans? Puis que... ça m'a rentré dedans. Après ça, j'avais des problèmes familiales aussi. J'étais en peine d'amour, puis j'ai lâché l'école. Ouais, ça fait pas mal d'affaires. Oui, tout ça dans le même mois, je dirais. OK. Ouais, tout ça a été vraiment le mois de septembre. Ouais. Là, j'ai vraiment frappé un mur. Je me souviens, là, je passais des journées à regarder la télé qui était pas ouverte, là. J'étais tout en réflexion, je me reconnaissais plus, je savais plus ce que je voulais faire, je voyais plus l'avenir. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, ça motive. Mais moi, j'avais plus ça. Fait que plus de motivation, plus de goût de continuer non plus, puis plus de goût de persévérer. Ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai déjà fait une tentative de suicide. Ce qui fait que c'est une personne qui m'a ramené au CLST, le centre d'intervention. Pas les hôpitaux, là, mais... CLSC? Ouais, CHLST. J'oublie tout le temps le nom. C'est le travailleur social, la psychologie. Ouais, c'est le CLSC, je pense. Ouais, CLST. Je sais pas si ça varie selon les régions, là. Moi, je suis... Ah, ça se peut, OK, ouais. Mais ça a été centre comme ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu un travailleur social puis des psychologues à tous les jours. OK. Ce qui fait que 24 heures sur 24, je pouvais tout le temps communiquer avec quelqu'un. Aussi, j'étais vraiment... T'étais pas en hébergement à quelque part, là. Non. Mais t'avais du monde qui te faisait un suivi. Oui, oui. OK. Puis il a fallu que je travaille sur moi-même aussi. J'ai mentionné vite par rapport à mes parents. Mais ma mère et mon père, il y avait une certaine manière de penser qui permet que moi, j'ai jamais appris à me connaître non plus. J'ai jamais développé la confiance en moi, le potentiel que je pouvais faire, de quoi que je suis capable de faire. Et là, je me suis vraiment retrouvée centrée sur moi-même, à me prendre à connaître, tester des limites. Qu'est-ce que je suis capable de faire, puis qu'est-ce que je suis pas capable de faire. Meilleur exemple, l'anglais. Présentement, c'est une langue que j'entends pas. Les sons, je les ai pas développés, fait que c'est pas un échec, mais ça veut pas dire que je serais pas capable de le faire. C'est juste un processus plus long, plus difficile, puis il faut juste que j'apprenne d'une autre manière. Puis pourquoi c'est plus difficile? T'entends moins bien au niveau de l'anglais? En fait, le français, il y a beaucoup de lecture labiale, c'est beaucoup de prononciation, puis l'anglais, c'est des sons. Les R, les ch. Mais moi, c'est plus dur à lire ses lèvres aussi? Ou, oui, parce qu'en fait, c'est au son. Il y a très peu de lecture labiale. OK, ouais. Fait que faut que je développe des sons que j'entends pas. Fait que c'est vraiment comme écrire. Moi, j'ai appris à visualiser les sons. Mais l'anglais, c'est la même chose. C'est juste que dans mon processus, c'est une bonne chose. On est vraiment concentré sur le français. Puis l'anglais, on a tensé. On a comme oublié. Au secondaire, je les ai faites, mais je les passais pas. Puis le militaire m'les a crédités. OK. Puis au cégep, on m'les a crédités aussi, fait que j'ai pas eu de cours d'anglais. Est-ce que tu aurais aimé qu'ils soient pas crédités? Puis que... J'aurais aimé... qu'ils prennent d'autres mesures, peut-être, ou... J'aurais aimé les faire, mais pas évaluer. Parce que c'est vraiment la raison pourquoi je pouvais pas les faire. C'est certain, 100% que j'allais couler les cours. Mais j'aurais aimé ça au moins participer en classe, voir c'est quoi, mais juste pas évaluer. Sauf que malheureusement, le système d'éducation, il peut être comme ça. Tu le fais ou tu le fais pas. Tu passes ou tu passes pas. Est-ce que tu trouves que c'est un problème, justement, ça, pour tout le monde, dans le fond, là, que le système d'éducation soit basé sur réussite ou échec? Là? Le système d'éducation il est fait en fonction
monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau, alors que c'est pas la réalité, c'est du cas par cas. Ouais. C'est sûr qu'ils peuvent pas évaluer cas par cas le nombre d'étudiants qu'il y a, mais tu sais, la surdité, c'est une langue des sons qu'on n'entend pas, donc fortement, il devrait avoir quelque chose. Même chose pour les personnes non-voyantes. Ils ne voient pas, mais comme ils entendent très bien, sauf que la lecture, ils devraient évaluer d'une autre manière. Ou à l'inverse, je sais pas moi, les personnes en chaise roulante, ben les éducateurs physiques, ils devraient être évalués d'une autre manière. Tu sais, on n'est pas pareil, on est différents. Ça devrait être plus adapté selon chaque personne et non un gabarit comme si tout le monde entrait dans le même gabarit. Là, tu sais. Ouais. Puis, mais au niveau de... Pour revenir à ta dépression, mettons, tu serais-tu capable d'identifier un moment où le déclic s'est fait puis ça s'est mis à mieux aller? En fait, le déclic, c'est que j'ai découvert une opportunité. C'est-à-dire, je suis allée dans un carrefour jeunesse emploi, puis on a passé des tests conseillers d'orientation. Et elle m'a parlé d'un programme qui s'appelle DECBAC en marketing, qui se donnait ici au Cégep et à l'Université de Trois-Rivières. C'est juste ici que ça se fait, ça? Oui. Au Cégep de Trois-Rivières, puis l'Université qui ont eu une entente qu'ils font un programme La Technique plus un baccalauréat, les deux en 4 ans. Au lieu de faire séparément, normalement, c'est 3 ans de technique puis 3 ans de bac. Fait que là, c'est les 2 programmes combinés ensemble. Là, c'était Trois-Rivières. Moi, j'habitais à l'Assomption à ce moment-là. Fait que voyager 1 heure de route aller-retour, ça m'intéressait pas. Puis j'étais déjà en appartement. Fait que je me suis dit, je pense que ça serait la meilleure opportunité, l'occasion de repartir à neuf. Et ça a été, mettons, en novembre-décembre. C'est date limite pour le 3e tour des inscriptions. J'ai fait ma demande. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je le fais, ça passe ou ça compte. Puis, dans le DECBAC, c'est sûr que c'est des sessions de 9 et 10 cours avec des cours de base. Et je suis retournée en tremplin DEC, juste pour la session hiver, pour me débarrasser des cours de français et d'éduc philo. OK. Dans le fond, j'avais 2 cours de français, 2 cours de philo, dont un à distance, puis un cours d'éduc. T'as fait ça avant de commencer le DECBAC, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Dans le fond, je suis comme retournée à l'école. Dans le fond, j'ai lâché l'école une session. Ouais. Puis l'autre session d'après, je suis retournée à l'école. Comme étudiante libre un peu, là? Ou... Ouais, c'était un tremplin DEC. Tremplin DEC, OK, je connais pas ça. Ouais, dans le fond, c'était juste des cours de base sans nécessairement de cours spécifiques au programme. OK, puis ça te permettait d'avoir une session moins chargée en arrivant à l'automne. Ouais. OK, je comprends. Puis quand j'ai été acceptée dans le programme, j'ai fini mes cours. Là, c'est dit parfait. Tu sais, les cours de base, c'est pas des cours super motivants. Ouais. Puis là, j'ai dit, je déménage. Et là, j'ai déménagé à Trois-Rivières, puis je connaissais personne. Mais personne, même pas un ami qui était dans mes cours ou un enseignant, personne. Fait que ça a été comme, bon, un nouveau défi, challenge, puis honnêtement, ça a été la meilleure décision. C'est quand que t'es déménagé ici? Dans le fond, ça fait 2 ans et demi que je suis ici. OK. Mettons, 2017. C'est juin 2017. Pour justement commencer à l'automne. OK. Et je me suis dit, à travers tout ça, j'étais suivie par des psychologues. C'est tranquillement, pas vite. Ça se fait pas du jour au lendemain par rapport à la dépression. Ouais. Ça se fait continu. Puis à Trois-Rivières, je me suis trouvé ma place. Je me suis sentie moi-même. J'ai réussi à me démarquer par moi-même. Et là, tranquillement, pas vite. Je dirais que cette année, c'est là que je suis capable de dire que oui, j'ai confiance en moi. Mais l'année passée, je ne l'avais pas. Pourtant, j'étais super impliquée pareil. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année passée versus là? J'ai fait des compétitions académiques. C'est-à-dire que, dans le fond, on fait la résolution de cas et on pitch devant des jurys. Ouais, t'as fait ça récemment, je pense, là? Ouais, j'ai fait, une, place à la relève au cégep, puis la compétition Armès. Toutes les deux, c'est des compétitions collégiales. OK. Et, oui, problème de surdité avec des pitchs, ça fait comme aïe. Beaucoup de monde qui parle aussi, là. Vous ouais, dans le fond, on souvent dans des... c'est ça, vous êtes plusieurs équipes, fait que t'es constamment un défi pour toi de... Oui, là, moi, la communication, ça a toujours été ma faiblesse qui est transformée en une force aujourd'hui. Et la première compétition, j'étais vraiment dure envers moi-même. Je voulais vraiment absolument être la meilleure communicatrice pour prouver que je suis capable de le faire. Pour moi, ça n'a pas bien été. J'ai même bafouillé. Puis j'étais comme, aïe, je vais plus jamais le faire. Finalement, c'est pas fait pour moi. Mais on est arrivé 3e position. On est 3 par équipe. OK. Là, 3e position pour une première fois, ça vaut la peine. Puis je me suis réessayée en hiver dans l'autre compétition, la compétition Armès. Puis je voulais juste m'amuser. Je voulais pas de prise, je voulais pas mettre de pression, je voulais juste avoir du fun.
Puis en équipe, on était arrivé première position. Et moi et ma collègue, on était la meilleure communicatrice pour la catégorie marketing. Cool, bravo. À partir de ce moment-là, sourde ou pas sourde, je suis capable de le faire. Mm-hmm. Puis pourquoi j'avais pas confiance en moi, c'est qu'il y avait des personnes dans ma famille qui disaient que la communication, c'est pas fait pour moi. Puis que des fois, on m'interrompait puis ils me disaient « Arrête de parler, tu parles vraiment mal. Et moi, je suis comme « Ok, je sais pas, moi, si je parle mal ou pas. Si les gens me disent pas, je sais pas, là. » Ouais, tu peux pas le savoir. Non, je pouvais pas le savoir. Mais le fait d'avoir gagné ces prix-là, c'est comme ça me prouvait, regarde, je suis capable de le faire. Là. Puis comme tout le monde, quand on est fatigué, on parle vite, on finit pas les mots. C'est tout le monde, là. Sourde ou pas sourde, comme j'ai dit, ça change rien. Là. Ouais. Puis c'est là, ça m'a fait comme, OK, regarde, il n'y a pas de limite. Tu veux faire quelque chose, travaille fort, puis tu vas y arriver. Fait que finalement, c'est en repoussant tes limites, puis en sortant un peu de ta zone de confort que t'as bâti ta confiance. Puis, ben, quand on veut quelque chose, il faut juste travailler fort, mais de la bonne manière. Mm-hmm. C'est quand on échoue, ça veut pas dire que ça s'arrête là. On relève les manches, on recommence, puis on développe d'autres mais c'est normal. Sur le coup, on est déçu, là, c'est normal. Oui, c'est normal. T'sais, la réaction que t'as eue, comme de se dire « Ah, j'en referai jamais Oui. » ça, c'est 100% normal, puis c'est dur là, pour l'ego quand tu t'attends genre à être bon, puis à vouloir être bon, puis... Mais c'est ça, ça peut être les meilleures choses qui nous arrivent aussi, là, les échecs, là. Oui, puis ça permet d'évoluer aussi. Mm-hmm. Oui, pour moi, ça a été un échec, mais j'étais quand même bien entourée, là. Il y avait mes amis qui disaient, c'est pas grave, on le refait. Mais on peut pas toujours être performant dans la vie, on peut pas toujours réussir du premier coup. Ouais, puis on n'est pas tout le temps à 100% puis à notre meilleur tous les jours. Là. Ouais. Je lisais un peu tes trucs sur Facebook. Tu as une page d'entrepreneur. Ouais. Puis tu disais que tu croyais jamais être capable de parler un jour, dans le fond, sur une de tes publications. Première question, est-ce que tu as appris à parler plus tard que les autres? Ou? En fait, c'est dur à dire parce que c'est pas du jour au lendemain. C'est même encore aujourd'hui. C'est pour ça que je fais des compétitions académiques parce que je me pratique encore. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, c'était beaucoup au niveau de la stimulation, différencier les sons. Au secondaire, c'est l'implication, puis de s'exprimer, d'expliquer comment qu'on entend. Puis au cégep, c'est communiquer devant le public. J'ai jamais fini d'apprendre non plus. Mm-hmm. Ouais. Je continue, puis c'est pour ça que je m'implique encore dans d'autres compétitions. Puis cette année, à l'université, je participe au jeu de la communication. Donc, c'est un autre défi. Puis c'est ça qu'il faut que j'apprenne encore par moi-même. Puis c'est quoi les jeux de la communication? C'est-tu encore des pitchs? Puis Ben, moi, je fais partie de la catégorie création publicitaire. On a plusieurs disciplines, pas tout le monde qui pitch. Mais pour la création publicitaire, c'est qu'on développe des stratégies, mais on est évalué au niveau de la communication en équipe. OK. Fait que pour moi, c'est un gros plus. Mm-hmm. Mais c'est pas grave. S'ils m'ont choisi, c'est parce que j'étais capable de le faire. OK, c'est vraiment des sélections. C'est pas tout le monde qui y va, puis... Comment ça marche, les sélections? Dans le fond, au début de la session, courte histoire, ça a été un peu une erreur parce que moi, je voulais participer au jeu du commerce. Okay. Puis les mêmes compétitions similaires aux collégiales que j'ai faites. Mais je me suis impliquée dans les jeux de la communication sans trop savoir c'était quoi. OK. J'avais rempli un questionnaire, ils m'ont passé une entrevue. Puis j'ai déjà pitché. Fait qu'il fallait que je repitche devant les juges. Puis ils m'ont évalué en fonction de ça. Puis par la suite, ils m'ont choisi. C'est là que j'ai compris que j'étais pas dans la bonne compétition que je me suis inscrite. OK. J'étais comme, OK, mais c'est quoi les jeux de la communication? Puis ça, c'était au niveau des jeux de la francophonie canadienne. C'est contre les universités francophonie au Canada. Ottawa, les universités Laval, Montréal, on est 9 universités. OK. Puis je fais partie de la création publicitaire parce que mon domaine, c'est le marketing. Fait qu'en équipe de 3, chacun a des forces. Il y en a un qui est plus créatif, imagination. Moi, je suis vraiment au niveau stratégique, organisation. Puis l'autre est très bon communicateur. Mm-hmm. Fait qu'avec une force d'une équipe de 3, une fois par semaine, on se pratique. OK, il y a une façon peut-être d'être stratégique aussi dans la formulation des équipes. Pogner chaque personne avec des forces différentes, là. Oui, c'est un travail d'équipe. Faut pas que tout le monde ait les mêmes compétences. Ouais. Puis, dans le fond, c'est une compétition interuniversité, c'est ça? Puis il y a des points, puis... On a des prix, je sais pas si on a des bourses, parce que des fois, il y a des compétitions qui en donnent, qui en donnent pas, là. OK. Mais ça se passe au mois de février à Ottawa.
pendant 5 jours. Ouais. Puis ça devient-tu une fête un peu aussi? C'est-tu un peu votre party de communication un peu, ou c'est quand même sérieux comme ambiance dans le genre compétition plus? Ça dépend. J'ai jamais vécu, c'est ma première compétition. Okay. Ouais. Mais oui, c'est un peu party, mais une fois que ta compétition est faite, là, tu peux faire la fête, tu peux faire le party, c'est de la fierté. Mm-hmm. Mais c'est quand même sérieux, les compétitions. Là, il y a vraiment des juges spécialistes qui sont vraiment sérieux puis qu'on est vraiment évalués en fonction de nos compétences. OK. Mais toutes les compétitions, il y a un petit côté party, Mm-hmm. mais il y a quand même un côté compétitif aussi. Ouais, OK. Mais est-ce que tu étais déçu de pas aller au bon jeu, finalement? Les jeux du commerce, finalement, c'était peut-être un drôle de hasard que... Oui. À quelque part, inconsciemment, tu voulais... Ouais. Je sais pas, là. Je lance n'importe quoi, là, mais... Surtout si j'ai été sélectionnée, ça veut dire que je suis capable de le faire. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, bon, ben, je me lance là-dedans, puis on verra ce que ça donnera, puis je vais travailler pour. Mm-hmm. Mais c'est ça, on parlait un peu de confiance tantôt, puis tu dis que maintenant, tu peux dire que tu as confiance en toi. Est-ce que ça t'arrive quand même de douter de toi parfois à certains moments, ou qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Est-ce que tu... Ben, je peux rencontrer une anecdote pour comprendre la situation. C'est que récemment, on m'a demandé de devenir la présidente du club entrepreneur de l'UQTR. Mm-hmm. Et ils m'ont C'est donné... pas mal comme ça que j'ai eu l'idée de te contacter pour un podcast, en fait, là. Ouais. Puis, ils m'ont donné carte blanche pour ce club-là. Là, je suis comme, OK, mais tu sais, j'ai comme besoin d'aide, je sais pas trop comment penser par là, quoi faire. Là, je remets en question, puis les réflexions par rapport à la confiance en moi, c'est OK, mais je fais quoi, là, je vais pas faire ça tout croche, ou je sais pas. Puis là, ils me disent, ouais, mais si on t'a donné carte blanche, parce qu'on sait que t'es capable. OK, mais on dirait, je me reconnais pas encore, je sais pas de quoi je suis capable. Un peu le syndrome de l'imposteur, là, qui revient, dépendamment, vu que c'est comme un nouveau rôle, là. Oh oui! C'est comme faut tout le temps se reprouver à soi-même qu'on est capable. Ouais. Ça, c'est... T'es pas la seule. Non, ça m'arrive aussi, en fait. Puis tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se compare tout le temps aux autres. Mm-hmm. Puis moi, oui, je me compare souvent aux autres. Moins pire qu'avant, mais encore aujourd'hui. Tu sais, pourquoi moi? Pourquoi moi, pas plus que les autres? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Mm-hmm. Ben oui, je le fais, ben fais-le, puis il faut juste passer à l'action, puis arrête de se poser des questions. Ouais. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais, non, effectivement. Ouais. Puis est-ce que tranquillement, tu t'es plus à l'aise avec ton rôle, justement, de présidente? Oui. Ouais. Tu sais, je m'informe, j'écoute ce que les autres disent, je regarde les feedbacks. Tu sais, ce club-là, il existe depuis 2001. Mais il y a des années que ça a été super fort, il y a des années que ça a été mort. Puis que je décide de le faire, c'est en fonction du besoin et de la demande des étudiants. C'est quoi qu'ils voudraient avoir de plus comme club entrepreneur? Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur, mais ceux qui veulent devenir, c'est quoi leurs besoins? Puis là, le club va pouvoir les aider. Puis justement, en ce moment, qu'est-ce que le club fait? C'est quoi le rôle du club pour l'université en ce moment? Là? Ben, le rôle du club, ça sert vraiment à promouvoir le monde des affaires, de s'entraider puis avoir des bons outils ou des ressources nécessaires pour développer ton idée ou ton projet ou ton entreprise, encore une fois. Puis comment vous faites ça, par exemple? Ben, nous autres, on est en partenariat avec le Carrefour Entrepreneuriat Innovation. OK. Ça, dans le fond, c'est Chani... Chani Perron, excusez. Elle évalue ton dossier puis elle te donne des mentors ou des formations propres à la personne. Le club, c'est juste des étudiants. Puis c'est ça, puis ce que je veux que ça devienne aussi, c'est un rassemblement d'étudiants pour s'encourager, partager des connaissances et de se motiver entre eux. C'est ça, le club sert à ça. OK. C'est vraiment la branche pour les étudiants qui ont la fibre entrepreneuriale, que dans n'importe quel domaine, c'est pas juste l'administration, là. C'est vraiment qu'ils veulent développer l'entrepreneuriat, participer à des formations, organiser des formations, mettre en place des projets, des blogs, des podcasts, des vidéos. Tu sais, il y a plein de possibilités de le faire. Faut juste trouver les personnes, puis les personnes motivées puis qui veulent le faire. OK. Fait que c'est vraiment plus un milieu où ce qu'on peut se rassembler entre entrepreneurs, s'entraider, puis avoir des infos aussi sur c'est quoi qui est disponible dans la région, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme formation, est-ce qu'il y a des conférences qui s'en viennent. Oui. Je sais que vous organisez aussi des conférences à chaque session, pas mal. Là. Est-ce qu'il y en a qui s'en viennent ou... Ben là, oui, je dirais plus en fin de session, si on est déjà on achève la fin de session en université. Je dirais qu'on est en planification pour l'hiver.
OK. Là, cette session-ci, j'essaie de rassembler mon équipe, mon monde. Ouais, ben vous êtes en transition aussi, Ouais, là. Tu viens juste d'arriver. Toi, avant, c'était Vincent, je crois, c'est ça? Ouais. Fait que c'est ça, c'est un temps d'adaptation aussi, là. L'adaptation, puis il faut se laisser une chance aussi de savoir comment ça marche, là. Mettons, ils m'ont donné un dossier qui a été créé en 2001, tout ce qui est les règlements, les fonctionnements du club. Fait qu'on s'entend que de 2001 à 2009, il y a beaucoup de changements. Là, je suis en train de créer ce dossier-là, puis partir en neuf. Ça va repartir comme sur des bonnes bases, parce que dans le fond, c'est là-dessus que vous basez pour tout ce que vous faites, dans le fond. Là. C'est un peu comme les valeurs du club, j'imagine. Ouais. Une question que j'avais aussi pour toi, t'as peut-être un peu répondu, t'as dit quelques anecdotes quand même intéressantes, mais est-ce que t'as un échec dans le passé que t'aurais eu puis que t'as appris quelque chose de cet échec-là? Je sais que t'en as nommé quelques-uns dans le fond, là, comme ton pitch, ton premier pitch, mais est-ce qu'il y en aurait un autre, un échec positif dans le fond qui t'a appris quelque chose, là? Ben, tous les échecs m'ont permis à faire mon cheminement différent. Oui, j'ai fait ma première année d'une technique conseil en assurance et services financiers. Je me suis rendu compte que c'est pas un domaine pour moi. Puis c'est surtout pas un domaine dans lequel que je vais performer. Là, je suis en administration au marketing. Oui, il y a des gens qui vont encore me refuser, qu'il y a des gens qui vont douter de moi. Mais c'est mon domaine, j'aime ça, puis je suis capable de prouver que je peux le faire. Puis c'est ton premier domaine qui t'a amené indirectement à ce que tu fais aujourd'hui, dans le fond, là, comme tu disais tantôt. Là. Ouais. Le marketing, c'est beaucoup de communication, beaucoup de stratégie, la visibilité, la clientèle, définir le besoin, tous les éléments en marketing. Ben, j'ai maîtrisé tout, je suis à l'aise, puis j'aime ça. Fait que quand on aime quelque chose, c'est beaucoup plus facile de performer puis de persévérer pour obtenir ce qu'on veut. Ouais, de mettre le temps, là, en fait. Ouais. Justement, tantôt, je te disais que j'étais rendu que j'écoutais des livres audio sur Audible. Ouais. Puis récemment, j'ai écouté L'art subtil de s'en foutre, là, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Là. Puis c'est ça, lui, il dit dans son livre que on se concentre souvent sur éviter la douleur, éviter l'adversité, mais dans le fond, on devrait plutôt se poser la question: qu'est-ce que j'ai le goût de faire que ça me dérange pas de souffrir pour? Fait que de trouver la chose qu'on aime tellement que ça ne dérange pas de... Peu importe l'adversité, peu importe les problèmes, on va être prêt à les affronter. Là. C'est vraiment ça. Là. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai eu des échecs au niveau financièrement, j'ai eu des échecs au niveau de la famille, que j'ai découpé les ponts avec certaines personnes de ma famille. Au niveau de l'amitié, c'est ça qu'il y a eu de la jalousie, puis des remises en question, j'ai coupé les ponts avec ces personnes-là. J'ai vraiment touché toutes les sphères, mettons. Puis je sais que ça va arriver encore, mais c'est des échecs, ça permet juste de mieux de se remonter. Ouais. Puis en ce moment, t'es à l'université, là, t'as des cours autant au cégep qu'à l'université en ce moment, c'est ça? Ouais, là, dans le fond, je suis à ma 3e année de mon programme de 4 ans. Je finis ma technique cette année, puis j'ai commencé ma première année à l'université, mais quand on regarde le cheminement du bac en administration, je suis automatiquement en 2e année. OK. Fait que la première année est créditée à cause du cégep. Là, je suis en 2e année, fait qu'il me reste 1 an. Mais vu que je m'implique beaucoup, j'ai goût de mettre en place mes connaissances, j'ai décidé d'enlever des cours d'université pour rajouter 1 an. OK. Fait que ça me permet d'avoir un horaire un peu plus flexible puis de surtout bien réussir dans mes cours. Là. Ouais. Au niveau de l'école, en fait, j'imagine que ça nécessite quand même des stratégies d'adaptation. Tu sais, tu as parlé tantôt des prises de notes, mais quoi d'autre que tu as besoin d'être adapté pour toi, en fait? Et quand je disais que la réalité... dans une situation présentement, j'ai un cours que malheureusement, cet enseignant, je ne comprends rien. C'est pas de sa faute. J'essaie de faire le mieux que je peux. Je lis les notes de mes collègues. Mais il y a un accent. Il articule pas. Il a tout le temps le dos tourné. Il est écrit tout croche au tableau. Puis c'est quand même une matière assez difficile à comprendre. C'est quand même le cours de gestion financière. OK. Malheureusement, dans ce cours-là, je rush beaucoup. C'est très demandant parce que pendant 3 heures de temps, OK, on a parlé de quoi, là? J'ai aucune idée c'est quoi. Ouais, puis tu fais juste manquer une partie dans un cours, puis des fois, t'es perdu pour le reste, là. Oui, fait que, oui. Fait que j'imagine pas pour toi, là. Oui, moi, c'est pas que je me sens inutile dans ce cours-là, mais je me disais, OK, ça veut dire qu'il va falloir que je relis le cours. C'est tout ce qui est visuel, lecture, écriture, j'ai pas de trouble.
Sauf que quand je comprends pas la matière, c'est le fun de comprendre aussi, là, que le prof dit. Mais tu sais, j'essaie de voir du monde qui ont déjà fait ce cours-là. Fait que ça me permet de faciliter la compréhension. Ou à l'inverse, les travaux d'équipe, les communications, si on est dans une classe puis tout le monde parle en même temps, ben, une fois établi, c'est correct, mais il faut que je leur explique, OK, si je parle pas, c'est peut-être parce que j'ai pas compris. Fait que regardez-moi, communiquez avec moi, posez des questions pour voir si j'ai bien compris. Fait que c'est tout le temps de l'adaptation. Ouais. Puis est-ce que tu as besoin de tout le temps répéter ça aux profs en début de session? Est-ce que tu vas voir les professeurs pour expliquer? Oui, tout le temps. Tout le temps. OK. Parce que je sais que je me cacherai pas, oui, je parle très bien. Fait qu'on pense pas que j'ai des problèmes de sauté, puis on oublie tout le temps. Faut tout le temps le répéter. Des fois, ça devient fatigant, mais il faut que je me mette à la personne qui est devant moi. Ouais. C'est bien pour lui, c'est bien pour moi aussi. Mais des fois, je finis par abandonner un peu. On va dire, je vais te le faire, là. Il sait que je suis sourde, ou s'il s'en souvient plus, ben tant pis. Ouais, mais tant pis pour moi. Fait que pour tout le temps que je fasse attention. C'est ça, c'est plate parce que c'est tout le temps toi qui paye. Ouais. Dans le fond. Là. Ouais. Puis ce prof-là, justement, est-ce que tu as essayé de répéter? Est-ce que tu sais, étant donné qu'il fait pas d'effort, mettons, là, il est tout le temps viré vers le tableau, est-ce que tu as essayé à plusieurs reprises comme d'y en parler? J'ai pas vraiment... Honnêtement, j'ai pas essayé à plusieurs reprises parce que c'est ses origines, c'est sa façon de parler. Je peux pas demander à tout bout de champ. Sauf que j'ai demandé de les corriger, mettons, puis je vais pas les fournir selon le règlement pédagogique. Ben là, à ce moment-là, je vais aller voir c'est quoi les interruptions, les services adaptés, même la GE. Je sais qu'on peut faire des démarches par rapport aux enseignants, mais je suis rendue là. Je peux pas dire qu'est-ce que j'ai fait. À ce moment-là, je sais pas si je passe ou je coule le cours, parce que j'ai fait un examen récemment qui a vraiment pas bien été. Puis ça, c'est le prof qui voulait pas m'envoyer corriger. Ça, je trouve ça un peu ordinaire parce que ça m'est jamais arrivé dans mon parcours académique. Tous les enseignants m'ont fourni leurs notes de cours, les corriger pour justement permettre de suivre le cours. Là, j'avais pas de corrigé. Puis l'enseignant en question a mentionné d'aller voir mes collègues. Puis mes 2 collègues avaient pas la même réponse. Fait que je pouvais me débrouiller par moi-même. J'essaie de faire du mieux que je peux. Sauf que si je colle le cours, par exemple, c'est certain que je vais aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai toujours performé, persévéré. Puis c'est pas vrai que je vais couler un cours à cause de l'adaptation d'une classe. Ouais. Si il faut que je double mes heures d'études, je vais le faire. Sauf que des fois, c'était un peu poche de devoir faire ça. Ouais, ben tu vois les autres à côté qui ont peut-être besoin de travailler beaucoup moins d'heures que toi, mais tu sais, des fois, ça doit être frustrant quand même, là. Oui. Mais c'est ça, tu peux pas faire grand-chose sauf persévérer puis aller chercher de l'aide mais il faut tout le temps, c'est ça, faut tout le temps que c'est toi dans le fond qui pousse. Si tu vas avoir plus, là, il y a personne qui va venir comme t'aider par eux-mêmes, là. Ouais. Fait que mais bravo à toi là, d'être autant persévérante puis d'être rendu où ce que t'es en ce moment là. Puis en terminant, j'ai pas mal fait le tour de mes questions, mais tu sais, j'aimerais ça savoir un peu c'est quoi, qu'est-ce que tu te vois faire dans le futur en termes professionnels, personnels. Donc c'est quoi tes objectifs, tes projets futurs? Moi, mon rêve depuis la fin de mon secondaire, c'est être conférencière. Moi, j'adore parler devant le public, j'adore partager mon histoire, puis donner un peu l'importance aux gens, puis faire comprendre que tout est possible dans la vie. Tu sais, oui, à mon histoire, mais encore une fois, c'est du cas par cas, puis tout le monde a une histoire propre à eux. Mais tu sais, démontrer que, regarde, je m'entends pas parler, j'ai appris différemment que vous autres, j'ai toujours persévéré, puis aujourd'hui, je suis capable de faire des concours de pitch. Si t'as quelque chose à faire, ben faut juste travailler, relever les manches, puis vas-y, go for it, puis tu vas être capable de le faire. C'est une histoire qui peut toucher, en fait, motiver pas mal n'importe qui. Là. Oui. C'est assez universel comme message. Là. Ouais. Puis également, je pars beaucoup de petits projets par-ci par-là, mais là, je suis en train de démarrer une entreprise au niveau de la communication stratégique marketing. OK. C'est pour aider les entrepreneurs, aider les étudiants à développer leur modèle d'affaires au niveau stratégique marketing. Que je vais faire plus tard, je sais pas encore, mais moi, c'est certain que je veux pas être comme un employé. Moi, c'est travailler avec du monde, être à mon propre compte ou démarrer une entreprise tout simplement. Mais si je suis pas une fille qui veut travailler tout seul. Je suis une fille qui veut travailler avec collaboration, en partenariat avec d'autres mondes parce que tout seul, on peut pas aller vite.
mais à deux, on peut aller loin. Mhm. Moi, c'est ça, c'était ma phrase, la philosophie de voir les choses. Mais je sais que je vais réussir dans la vie. Puis je vais avoir encore des échecs, je suis consciente de ça, puis même je suis prête à ça, parce que je sais qu'est-ce que je peux faire pour remonter. Mhm. Ben, merci de tout ce partage-là, sérieux. T'es vraiment, je te l'ai déjà dit, t'es vraiment inspirante, puis c'est ton message, je pense qu'il devrait être propagé à un plus grand nombre, puis moi, je t'encourage à faire des conférences, puis à continuer à faire ce que tu fais, en fait, là, parce que je pense que tu peux, comme, transmettre de quoi de positif aux autres, là. Ouais, merci. Ouais. Fait que merci. Merci à toi pour l'invitation. Puis si jamais les gens, ils veulent te suivre, où on peut te retrouver, réseaux sociaux, ou, ouais, Facebook, Instagram. Karel Massy, autant Instagram que Facebook. Facebook, c'est Karel Massy Entrepreneur. Puis Instagram, c'est karel.massy. Fait que, oui. As-tu un site web? Oui, mais mettons qu'il est en restructuration. Okay. Mais mon site web, c'est karelmassy.com également. OK, parfait. Ouais. Merci. Bon, merci.